merci beaucoup à tout le monde d'être venu et merci pour l'accueil au complexe culturel. Et j'ai mis sur le titre un peu tous les institutions qui nous ont aidés un peu pour ce projet. Donc ça, c'est un projet qui est fait en collaboration avec l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Et on est en partenariat avec la province Nord. Et voilà, on travaille aussi avec avec le centre Pomemi. Et merci pour l'accueil ici au complexe culturel. Et moi, je suis basée en fait à l'université de Western Australia. Donc c'est sur le pays Noongar, en Western Australia. Et pour ce projet, on a eu aussi du soutien de financement par l'ambassade de France en Australie, qui travaille avec l'Australian Academy of Social Science. Donc ça, c'est toutes les institutions qui nous aident pour ce projet. Et j'ai marqué aussi ici que toutes les photos d'archives qu'on utilise et que je vais montrer, elles proviennent du musée qui est attaché à l'université de Berkeley en Californie, qui est le Phoebe Hearst Museum. Voilà, donc c'est eux aussi qui ont pu partager leurs images. Donc, je voulais commencer avec un petit souvenir personnel, en fait, pour ramener l'histoire de ce projet. C'était en 2002, ma première conférence d'archéologie. J'étais une jeune Calédonienne qui voulait faire de l'archéologie du Pacifique et j'étais invitée par le département archéo. Donc, il y avait Jacques, il y avait David, il y avait John, Christophe Sand, à participer à cette conférence qui était pour les 50 ans des fouilles qui avait eu à Fouet et à d'autres sites en 1952. Donc, ils avaient fait cette grande conférence où ils avaient invité plein d'archéologues étrangers qui travaillent dans le Pacifique. Et ils avaient invité Richard Shuttler, qui est là avec sa chemise rouge, qui était un des 2 archéologues américains qui avaient fait l'expédition à l'époque. Et ils avaient aussi réussi à inviter Rose Poady et Jules Poinima, qui, à l'époque, avait aussi participé aux fouilles sur Fouet. Mais bon, moi, je me rappelle, pendant cette conférence, voilà, on entendait parler de Edward Gifford et Richard Shuttler. C'était eux les 2 grands archéologues américains qui avaient fait tout ça. Et on n'entendait pas parler des autres gens qui ont participé, dont moi, j'ai entendu parler plus tard. Elizabeth Shuttler, la femme de Richard, qui était toujours vivante, mais qui n'avait pas été invitée. D'ailleurs, elle était très malheureuse. J'ai appris plus tard. Et tous les travailleurs Kanak qui ont fait les fouilles aussi. À l'époque, on n'en avait pas entendu parler. Donc ça, c'était un peu le début. Après, bon, voilà, je suis partie faire mes études, j'ai fait du travail et tout ça. Et puis, en 2015, j'ai eu un job, une position pour travailler sur un projet qui essayait de comprendre l'histoire de l'archéologie, comment ça s'est mis en place comme discipline, le genre d'idées, l'héritage que nous, on a aujourd'hui quand on travaille. Et dans les buts du projet, il y avait l'idée de comprendre un peu est-ce qu'il y a eu des personnes cachées qu'on a un peu oubliées. Donc, par exemple, les femmes archéologues, parce que souvent, à l'époque, elles ne pouvaient pas avoir vraiment de vraie position, donc elles travaillaient, mais il n'y avait jamais leur nom, etc. Et tous les guides indigènes, comme disaient les archéologues, qui leur donnaient plein d'informations, mais dont on ne retenait pas les noms non plus. Donc, on voulait vraiment essayer de retrouver ça. Et puis après, il y avait d'autres buts qui étaient comprendre, par exemple, un truc important dans le Pacifique, c'est que quand les Occidentaux ils sont arrivés, au début, comme ils avaient ces préjugés négatifs sur les gens des îles, pour eux, les gens des îles, en fait, ils représentaient leur propre préhistoire à eux là-bas. Ils pensaient qu'il n'y avait pas d'archéologie dans le Pacifique, ils pensaient que les gens étaient arrivés pas très longtemps. Mais leur façon de vivre, pour eux, c'était comme si c'était un miroir de la préhistoire en Europe. Et donc, ça a mis du temps pour que les Occidentaux ils commencent à s'intéresser à l'archéologie du Pacifique et à comprendre qu'il y avait un intérêt. Donc ça, c'est les choses qu'on a voulu faire. Et à la fin, voilà, là, il y a un gros livre qui a été publié qui est un peu le résultat du travail qu'on a fait sur 5 ans. Et moi, j'étais en charge de regarder la partie un peu francophone, quoi. Donc ça, c'est aussi le livre qui parle de l'histoire de l'archéologie francophone dans le Pacifique. Donc il y a une version anglaise, une version française. Et donc finalement, à la fin, on s'est rendu compte que quand même, là par exemple, il y a 36 chapitres dans ce gros livre, et finalement, il n'y en a que 4 qui parlent de femmes archéologues, et il n'y en a que 2 qui parlent de personnes indigènes, autochtones des îles, qui ont eu un rôle important. Donc on n'a pas bien réussi le but de ce point de vue-là.
Et du côté francophone, c'est pareil. Il n'y a que 2 chapitres sur des femmes et un seul sur des personnes des îles qui ont vraiment joué un rôle. Et d'ailleurs, c'est des femmes autochtones en plus, souvent, qu'on a mis en évidence. Donc, là, un exemple de ça, c'est par exemple, moi, j'ai travaillé sur les premiers Français et francophones qui travaillent, puis j'ai fait une espèce d'arbre généalogique de l'archéologie francophone dans le Pacifique, quoi, avec tous nos ancêtres. Et puis à un moment, je regarde et puis je me rends compte, c'est que des hommes blancs, quoi. C'est que des hommes blancs. Alors que je sais qu'il y a plein d'autres gens qui ont travaillé. Donc, par exemple, si je fouille un petit peu, en fait, je peux rajouter les noms des femmes qui ont travaillé. Mais elles sont plus difficiles à trouver dans les discours, dans les archives. Il faut vraiment fouiller. Et puis là, par exemple, j'ai mis Aurora Natua, c'était une Polynésienne qui a été très importante pour l'archéologie de Polynésie. Et puis Victoria Rapaongo et Juan Tepano, c'est des gens de Rapa Nui qui ont aussi eu un gros rôle pour le développement de l'archéologie sur leur île. Donc ça, c'est les quelques personnes autochtones aussi qu'on arrive à creuser. Et puis quand on regarde du côté anglophone, il y a aussi la tradition allemande d'archéologie dans le Pacifique, ben c'est pareil, c'est que des hommes blancs, à part Te Rangihiroa, qui était le Maori archéologue qui a beaucoup marqué les esprits dans les années 1930, tout ça. Et puis voilà, quelques femmes qui ont travaillé avec leur mari et qui du coup se retrouvaient un peu derrière. Et il y a un collègue, Matthew Spriggs, qui a travaillé sur Ratu Ravitchi Logavatu à Fidji, qui a aussi eu un rôle très important pour le développement de l'archéologie là-bas à Fidji. Mais c'est tout, c'était beaucoup plus difficile à trouver. Et puis je me suis dit, en fait, c'est pas juste dans le Pacifique, en fait. Dans le monde entier, l'archéologie, l'image, c'est Indiana Jones, quoi. C'est l'homme blanc, aventurier, tout ça. C'est pas les autres gens qui en fait travaillaient avec eux en vérité. Donc ça veut dire qu'on a des préjugés qu'il faut réussir à combattre un peu. Du coup, après ça, moi, j'ai commencé un nouveau projet avec l'université de Perth où je suis basée, qui était pour aller fouiller un peu l'histoire des femmes dans l'archéologie du Pacifique. Et là, par exemple, on a réalisé une carte avec Google Maps sur Internet où on met tous les sites où il y a eu les femmes qui ont en fait participé à l'archéologie depuis le 19e siècle jusqu'aux années 60. Donc maintenant, on en est à une 50aine de personnalités, en fait, donc beaucoup plus que ce qui est montré d'habitude, et à peu près 300 sites archéologiques et 2000 publications quoi, qui ont été produites grâce au travail de ces femmes-là. Donc on essaye de mettre ça un peu en avant. Et puis, en travaillant sur les femmes, on est obligé d'aller chercher vraiment par des chemins détournés leurs histoires. Et du coup, on trouve d'autres personnages oubliés. Et souvent, voilà, c'était les Kanaks en Calédonie, c'était les Polynésiens en Polynésie, les gens de Samoa, qui eux aussi étaient pas faciles à trouver dans les archives. Mais en fait, quand on cherche bien, on les trouve, ils sont là. Et on voit qu'ils ont eu un rôle important. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est un peu connu en histoire des sciences en général. Les gens qui ont travaillé sur l'histoire de la façon dont les sciences elles se développent, ils ont parlé d'un effet qu'ils appellent le Matthew Effect, et qui dit que quand il y a des nouvelles découvertes, des nouvelles avancées en sciences, en général, il y a un personnage qui est déjà très connu, qui a déjà une position dominante, et puis du coup, c'est de lui que tout le monde va se rappeler, et pas de tous ses autres collaborateurs qui sont un peu cachés par son halo, quoi. Donc ça, c'est connu. Et puis, il y a une dame qui a travaillé sur les femmes en particulier et qui a dit, ça s'appelle l'effet Mathilda. Ça veut dire que déjà, si t'es pas la personne dominante, on va pas te souvenir de toi. Et si t'es une femme, en général, ça va encore plus disparaître rapidement, quoi. Donc, en fait, il y a plein de travaux qui ont été faits sur le fait que quand on écrit l'histoire, en général, on écrit l'histoire des dominants, on n'écrit pas l'histoire des gens qui ont été mis dans une position dominée. Donc, il y a eu les femmes, mais il y a eu aussi, par exemple, les peuples colonisés, qui n'avaient pas accès aux mêmes droits, à la même éducation. Et donc, pour trouver leurs traces, en fait, dans l'histoire, il faut aller lire un peu entre les lignes, parler aux gens avec l'histoire orale, et il y a des choses comme les photos qui sont très utiles, justement, pour retracer l'histoire. Et donc ça, c'est ce qu'on veut faire un peu avec notre projet. Et puis là, j'ai juste mis des exemples aussi, comme quoi déjà quand on n'a pas les mêmes droits que les autres, forcément, ça va être plus difficile de participer, par exemple, à l'archéologie ou à la science. Donc, par exemple, en France, les femmes jusqu'en 1938, elles pouvaient rien décider elles-mêmes. C'était les hommes de leur famille qui décidaient de tout pour elles. Et puis voilà, avant 1946 jusqu'à 56, selon certains trucs, il y avait le code de l'indigénat aussi en Calédonie. Quand on était kanak,
on n'avait pas les mêmes droits que les autres gens, on ne pouvait pas circuler librement, on n'avait pas accès à la même éducation. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile pour participer à la science. Donc ça met tout de suite dans une position où on ne va pas pouvoir garder les mêmes traces des travaux qui ont été faits, quoi. Donc voilà, avec tout ça, du coup, moi, je commence à m'intéresser un peu au rôle que Elizabeth Shuttler, elle a fait dans cette expédition qu'on a toujours appelée l'expédition Gifford-Shuttler, où on se rappelait que des 2 hommes. Et puis, je commence à voir ce livre qui avait été publié pour le cinquantenaire par Christophe Sand et Patrick Kirsch, un archéologue américain. Et quand même, à un moment, ils disent, parce qu'ils ont vu les archives quand ils ont fait ce livre, ils disent quand même, c'est intéressant parce que finalement, c'est quand même Elizabeth Shuttler qui écrit les notes les plus détaillées des fouilles et puis de tout ce qui se passe pendant les fouilles. Donc finalement, c'est ces notes à elle qui sont utilisées quand après ils vont publier leurs travaux. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est la seule qui parle français. Elle a pris des cours de français exprès pour accompagner son mari. Donc les autres, ils parlent que anglais. Donc elle, comme c'est la seule qui parle français, forcément, c'est elle en fait qui prend toutes les traditions, qui parle avec les travailleurs kanaks et tout ça. Donc forcément, c'est elle qui a toutes les informations, quoi. Et ces informations, les noms de lieux, des fois même reconnaître les objets qui sortent de fouilles, bah, c'est les travailleurs kanaks qui les donnent aux archéologues. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces gens-là, eux, ils n'auraient pas pu interpréter les choses comme ça. Donc là, je commence à me dire, il faut travailler vraiment plus sur ça. Et en regardant les photos, ben, c'est pareil. On voit Elizabeth Shuttler, là c'est à Houjo en plus. Elle a vraiment beaucoup travaillé avec les travailleurs kanaks qui étaient employés pour les fouilles. Et en fait, sur les photos, on voit que eux qui font le travail, qui sont là partout. Et donc là, je commence à me dire, il faut creuser, réussir à comprendre mieux. Et pourquoi, en plus, cette expédition, elle a quand même été très importante parce que, ben, comme je pense maintenant beaucoup de gens savent, ils ont découvert, enfin en tout cas, ils ont fait les premières vraies fouilles sur le site de Fouet, qui est devenu le site Lapita, qu'on a appelé le site Lapita. Et puis maintenant, Lapita, c'est le nom qu'on donne à toute la culture qui marque l'arrivée des humains dans le Pacifique. Donc là, j'ai mis une carte avec tous les sites Lapita qu'on connaît aujourd'hui, et le nom, il vient d'ici, il vient de Fouet. Et maintenant, partout dans le Pacifique, on parle de site Lapita, avec l'arrivée des premiers humains dans les îles. Et à l'époque où eux, ils ont fait les fouilles en 52, il y avait un site avec des céramiques Lapita connus là-bas à Watom, et puis un à Fidji et un à Tonga. Et il y en avait un qui venait juste d'être découvert à l'île des Pins par le Normand. Donc là, les gens ils commençaient à se dire, c'est intéressant quand même, ces poteries qui ont ces dessins très précis et qu'on retrouve dans plein d'îles. Donc ça veut dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire les fouilles à Fouet. Et depuis, il y a plein d'autres gens qui ont retravaillé parce que voilà, c'est un site très important pour le développement de l'archéologie. En Calédonie, c'est aussi un site important et une expédition importante parce que c'est la première fois qu'il y a des archéologues professionnels qui viennent faire des fouilles et ils ont fouillé dans beaucoup de sites. Je vais montrer la carte après, qui a vraiment mis en place l'archéologie localement. Et puis voilà, on sait, donc là, il y a les collègues Jacques et puis John qui sont en train de sortir une des poteries à Fouet. Et après, il y a eu plusieurs fouilles dans les années 90, 2000, 2010, tout ça. Donc c'est un site qui a été important pour l'archéologie du pays aussi. Et puis régulièrement, voilà, il y a des expositions qui sont réorganisées, tout ça, sur ces fouilles-là, parce qu'elles ont eu un impact ici. Donc voilà comment ça se passe quand ils arrivent. Ils ont d'abord fait un tour de l'île pour prospecter des endroits où il pourrait y avoir des sites intéressants. Donc ils ont noté 53 sites. Et on va voir d'où ça vient les informations de comment ils savent qu'il y a des sites. Et sur ces 53 sites, ils ont décidé d'aller faire des fouilles à 11 sites. Donc c'est là où j'ai entouré, qu'il y a eu les fouilles. Et en fait, tous ces endroits-là, finalement, c'est là où il y a après, pendant des années et des années, les archéologues qui sont retournés faire des fouilles. Donc c'est devenu vraiment important pour le développement de l'archéologie localement. Et donc ça, c'est le bouquin qu'ils ont publié au sujet de toutes leurs études en 1956. Et on voit que, ben voilà, c'est signé Gifford et Shuttler. Donc c'était, voilà, le vieux Gifford, il était déjà bien vieux à l'époque, ça faisait un moment déjà qu'il avait commencé à fouiller en Amérique et dans le Pacifique. Et il était directeur du musée d'anthropologie là-bas à Berkeley. Et ça, c'était son étudiant, Richard Shuttler. Donc ça, voilà, c'est la coupure de journal qui parlait de leur expédition. Et quand on regarde ça, c'est les remerciements qu'il y a au début du livre, en fait. Et là, on commence à voir plein de noms de gens qui les ont aidés à pouvoir faire cette mission localement. Donc, il y a plein de noms de personnes locales, et on va en reparler, qui ont été importantes, comme par exemple Jean Guillard, Luc Chevalier,
Mais il y a eu aussi le docteur Tivolier, par exemple, qui les ont introduits localement pour qu'ils trouvent des endroits et des personnes où ils pouvaient aller faire leurs fouilles. Et il y a aussi quand même, à un moment, il parle du chef de Hunjo, Bom, qui leur a donné la permission de venir faire les fouilles à Hunjo et qui a organisé pour eux des travailleurs de la tribu et tout ça. Et il parle aussi du chef Boaé et Galé à Tiwande, qui les ont aussi aidés et accueillis pour faire les fouilles là-bas. Et ils disent juste à un moment aussi, il y avait Elisabeth Schuttler qui parlait français, du coup elle nous a donné beaucoup de traductions. Et l'autre moment où on reparle de ça, c'est dans l'introduction, voilà, ils disent qu'en fait l'expédition c'était pas juste eux deux, mais ils sont quand même venus avec leurs femmes qui les ont assistés. Donc Delilah, elle était déjà vieille, donc elle restait à la maison, elle s'occupait de la logistique, quoi. Mais on va voir, Elisabeth Schuttler, elle venait sur le site. Et ils disent aussi, oui, à toutes les fouilles, on a employé des travailleurs Kanak pour faire la fouille et le tamisage, donc c'est-à-dire ressortir tous les objets qu'on trouve dans les fouilles, en fait. Voilà. Et après, quand on lit le livre, qui est très gros, il y a quelques petits passages où on trouve un peu d'informations sur les gens et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc souvent, il n'y a pas de nom, en fait. Souvent, ils disent l'informateur, native, c'est comme l'indigène, ou le chef nous dit ça, mais ils marquent pas le nom. Il y a quelques pages où à un moment, ils parlent du pasteur Wabealo, quand même, de Bako, qui leur donne le site Potanean, donc un des sites qu'ils ont fouillé. Et du coup, pour le site Lapita, on ne sait pas qui c'est qui a donné le nom. Ils n'ont pas écrit. Ils ont juste dit, on m'a dit que c'est le nom à cet endroit. Alors, on ne sait pas si ça peut être le pasteur ou quelqu'un d'autre. Après, voilà, ils parlent de quelqu'un d'autre à Baï, qui leur donne une information par rapport aux choses qu'ils trouvent, parce qu'ils comprennent pas. Quand ils sont aussi du côté de Kanala, il y a un autre des travailleurs Kanak qui les amène sur un site, qui leur montre là où il y a un site. Et plus tard, ils disent d'ailleurs, les anciens sites de villages Kanak, en fait, nous, on n'aurait jamais pu les reconnaître si c'était pas eux qui nous avaient amenés dessus. Donc tout ça, c'est des petits indices qui montrent au fur et à mesure l'importance en fait de cette collaboration avec les gens d'ici, quoi. Et par contre, dans le volume, il reparle jamais de Mère Elisabeth Schuttler, alors que maintenant, on sait que c'est ses notes qui ont servi à écrire beaucoup. Et donc après, il faut aller voir les archives directes, pas juste le livre qui a été publié. Donc là, on commence à regarder les archives. Alors, on voit pas très bien les images là, je suis désolée. Mais du coup, on voit, au début, c'est écrit que par Richard Schuttler, c'est son écriture là, comme ça. Parce que Elisabeth Schuttler, elle arrivait 1 mois après eux, parce que le voyage était long à l'époque. Et donc là, il met la date où elle arrive, donc c'est en mars. Il dit, voilà, dès qu'elle arrive, elle va tout de suite faire les fouilles et elle s'installe avec le tamis. Et après, ça change d'écriture et c'est elle qui commence à prendre les notes. Et à prendre les notes des fouilles, mais aussi à prendre les notes avec ce que les gens lui racontent. Donc elle passe beaucoup de temps avec les gens, en fait. Donc là, malheureusement, elle ne met pas le nom, elle met juste le worker, le travailleur, m'a dit, et elle raconte voilà l'histoire de la tribu et ce qu'il a raconté dessus. Et donc après, je commence à regarder les photos parce que c'est une autre source d'information intéressante. Et j'adore parce qu'en fait, quand je commence à regarder les photos, je vois toutes les photos. Elisabeth Schuttler, elle est toujours avec son carnet de notes sur les genoux, en fait. Et elle est toujours assise avec un travailleur ou plusieurs travailleurs Kanak. Et ils travaillent ensemble. Et puis, on voit aussi, donc, les travailleurs, des fois, c'est eux qui ont la truelle, comme le gars, là, qui s'appelait Coulon, apparemment, des îles Loyauté, qui a fait les fouilles avec eux à Nouméa. Voilà, ils ont la truelle, ils ont la pelle, ils font vraiment les fouilles avec les archéologues. Et donc, souvent, il n'y a pas les noms, en fait. Ils mettent que, voilà, l'équipe. Des fois, il y a des prénoms. Là-bas, par exemple, ils disent Betty. Alors, moi, maintenant, j'ai parlé avec les descendants d'Elisabeth Schuttler et ils m'ont expliqué qu'elle détestait qu'on l'appelle Betty. Donc, je l'appelle que Elisabeth maintenant. Donc, Elisabeth avec Paul et André. Mais c'est tout ce qu'on sait. Puis, il y a plein de photos où je vois Paul et André, Paul et André. Je dis, mais c'est qui, en fait, Paul et André? À un moment, il faudrait qu'on sache c'est qui les gens. Donc, je suis allée voir encore les archives où, des fois, ils notent les noms. On peut commencer à reconnaître sur une photo. Et du coup, après, à chaque fois qu'il y a une autre photo où il y a la même personne, j'essaye d'écrire les noms pour qu'à la fin, on sache qui est là à chaque fois sur ces images. Et puis, sur le site du catalogue de toutes les photos d'archives, des fois, il y a une fiche, voilà, où il y a un peu d'informations. Donc, avec ça, on peut croiser et reconnaître. Là, par exemple, c'est Cyril. Alors, je ne sais pas c'est Cyril qui pour l'instant. Et après, il y a une autre photo où il apparaît. Donc, maintenant, on peut commencer à voir et à reconnaître les gens sur chaque photo. Donc ça, c'est le catalogue en ligne, en fait, du musée, donc, de Berkeley.
Donc, il y a à peu près 500 photos de cette expédition. Et sur les 500 photos, j'ai commencé à trier. Il y en a environ 80-90 où on voit les gens qui ont travaillé, les travailleurs Kanak qui ont fait les fouilles. Des fois, il y a les prénoms sur les fiches. Donc voilà, on commence à noter tout ça. Il y a aussi des photos qui ont été prises en couleur et c'est des portraits. Et avec ces portraits, il y avait plus d'informations. Il y avait le prénom, il y avait l'âge, et puis des fois, il y a même, voilà, le nom des parents, là. Ils disent que c'est le fils de Chu de Waka, et Poapi de Gopilou. Donc, il y a un peu plus d'informations, mais il n'y a toujours pas les noms de clans ou les noms de famille. Mais déjà, on peut commencer à récolter tout ça. Alors après, il faut savoir que ces photos-là, ces portraits, c'est super utile pour nous aujourd'hui, mais il faut quand même connaître leur histoire et en parler, hein. Donc en fait, c'est des portraits qui faisaient, il y avait le face et le profil, et c'était des portraits pour les mesures anthropométriques de l'époque. Et c'est très tard hein, de faire encore ça en 52. C'était pour toutes les histoires de définition des races, comme ils pensaient à l'époque. Hein. Donc là, il y a une exposition qu'il y avait eu par exemple aux États-Unis en 1944, où ils utilisaient les photos comme ça pour faire des bustes après, et comme ça, eux, ils aimaient bien classer les races, soi-disant, par région. Et là, par exemple, il n'y a pas longtemps, à Hawaï, ils ont fait une expédition justement sur toutes ces photos anthropométriques qui avaient été prises pour des trucs complètement racistes. Hein. Ils faisaient des mesures du cerveau, soi-disant, tout ça. Mais un peu comme nous, on voudrait faire avec ce projet, ils ont retourné en fait ces photos qui étaient à la base des trucs racistes pour pouvoir retrouver les gens, c'était qui, et raconter les histoires de famille et tout ça. Donc ça, c'est l'exposition qu'ils ont fait au Bishop il y a 2 ans, en ressortant toutes ces photos-là, en expliquant leur histoire assez sombre, mais comment on peut les utiliser dans une autre direction aujourd'hui, en fait, plus positive et plus locale. Et après, le dernier truc qu'on a trouvé dans les archives, c'était, il y avait un fichier comme ça où il y avait plein de listes pour les listes des échantillons qu'on prend en fouille. Alors par exemple, ça c'était un fichier normalement où il y avait toutes les listes d'échantillons de sédiments qu'on ramasse pour pouvoir faire des analyses. Et en fait, dans ce fichier, on a trouvé des feuilles comme ça volantes où il y avait les listes de noms des travailleurs qui ont fait les fouilles à chaque endroit. Donc ça, c'était encore une information en plus qu'on pouvait utiliser en croisant avec les photos où il y a des prénoms. Donc il y a la liste des gens de Hunjo, la liste des gens qui ont fait les fouilles à Fouet, là, de Bako. Là, c'est pour Kanala, je crois. Et puis après, il y avait aussi sur Pointe-Dimier et Baille et tout ça. Donc ça fait que maintenant, on peut commencer à reconnaître un peu les gens en croisant tout ça. Alors par exemple, là pour Kanala, j'ai commencé en utilisant ce que j'ai dans les archives, mais après, normalement, on voudrait bien aller voir les gens à Kanala pour qu'ils regardent les photos et puis qu'eux, ils voient s'ils reconnaissent les gens parce que j'ai pas les noms de famille. Pour l'instant, j'ai que les prénoms. Alors j'utilise les portraits comme ça, avec les noms, et après, je recoupe avec toutes les photos. Ah, j'ai sorti du machin. Ah pardon, je suis allée direct à la fin. Alors, hop, du coup, voilà. En croisant toutes les informations, on peut réussir à reconnaître les gens qui sont sur les photos, là. Et on peut commencer à mettre tous les prénoms maintenant. Et au lieu que ça soit juste l'équipe, bah maintenant, on a les prénoms des gens à chaque photo, quand ils font les fouilles, quand ils font le tamisage, quand ils sont là avec les archéologues. Voilà, on peut commencer déjà à faire ça. Après, là, c'est pareil pour les fouilles de Baille, bah, il y a juste les photos, puis il n'y a aucun nom. Donc, je croise avec les listes, je croise avec les portraits qui ont été pris. Et là, je peux commencer à reconnaître un peu des gens sur les photos. Hop, on peut commencer maintenant à mettre les prénoms sur les photos. Maintenant, il faudra aller voir les gens là-bas pour avoir les noms de famille, les noms de clans, etc. Ça, c'est la fameuse photo qu'ils ont mis sur la couverture du livre. On ne sait toujours pas c'est qui, en fait, sur ces photos. Donc, c'est pareil, il faudrait travailler pour comprendre qui c'était. Après, voilà, à Hunjo, j'avais commencé à faire pareil avec les portraits. Et puis, ce matin, j'ai eu la chance d'aller rencontrer quelques vieux là-bas à Hunjo qui m'ont aidé maintenant à mettre les noms de famille. Donc, du coup, on a pu reconnaître pas mal de gens, là, de Hunjo. Et du coup, je vais vous montrer maintenant la photo avec les noms. Voilà. Donc maintenant, on a les noms entiers des gens qui ont participé aux fouilles. Puis on peut commencer à reconnaître, par exemple, le vieux là, Abel Wabealo. Il y a plein de photos où on le voit en train de travailler. C'est lui qui a la pelle, c'est lui qui a la truelle. Lui, il était au courant de ce qui se passait, quoi. Et puis ici, il y a Maurice Wabealo. La mamie, elle m'a expliqué que c'était le conteur, en fait. Et du coup, Elisabeth Schuttler, souvent, c'est de lui qu'elle prend les histoires, en fait.
qu'après ils utilisent pour comprendre les fouilles. Donc ça amène plein d'informations tout de suite quand on commence à reconnaître les gens, à savoir qui c'est. Après, on a fait pareil du coup sur les fouilles de Fouet, où c'était des gens de Baco. Donc pareil, pas de nom, mais il y a les portraits. Et puis là, il y a plein de gens qui ont reconnu que c'était le pasteur, hein, Auguste Wabéalo. Et puis, il y a d'autres gens qu'on commence à pouvoir regarder. Puis là, j'ai pu parler aussi avec des gens l'année dernière, cette année. Et maintenant, on commence à avoir plein de noms aussi. Et on commence à pouvoir bien reconnaître les gens sur les photos. Alors par contre, là, le pasteur sur cette photo, on n'est pas sûr. Hein. Il y a des gens qui me disent que c'est lui qui est à gauche, puis il y en a qui me disent que c'est lui qui est à droite. Il faudra qu'on travaille bien avec tout le monde pour savoir, parce qu'il avait son frère aussi. Et puis là, il y avait aussi... Donc, il y avait toute l'équipe là. Mais à Baco, en fait, c'est le seul endroit où il y a eu aussi des femmes qui sont venues sur les fouilles de la tribu. Donc, il y avait Rose Poady, qui était une de celles qui était encore vivante quand il y a eu la conférence, qui est venue en 2002. Et puis, il y avait sa sœur, Anna. Et puis, il y avait une autre dame, mais sur toutes les photos, elle se cache la tête. Du coup, on n'arrive pas à savoir qui c'est pour l'instant. Donc, voilà, là, ça a bien avancé, mais il reste quelques personnes encore qu'on ne sait pas trop qui c'est. Comme là, le monsieur qui est en haut, là, qui se tient contre le tamis, on ne sait pas encore qui c'est. Donc, il va falloir essayer de bien regarder sur les photos et tout ça. Voilà. Et le dernier truc que je voulais dire au sujet de cette expédition et des gens qui les ont accueillis, maintenant qu'on commence à avoir les noms de famille, à comprendre un peu les histoires, on voit par exemple qu'il y a un espèce de réseau protestant qui s'est mis en place aussi pour accueillir. Donc, avant qu'ils fassent les fouilles, quand ils font le tour de l'île, en fait, ils sont accompagnés par Jean Guillard et Luc Chevalier, qui travaillent au musée. Et eux, en fait, c'est des collaborateurs et des amis de Lénart, du pasteur Lénart. Et le révérend Auguste Wabéalo, c'est un des élèves du pasteur Lénart aussi. Et du coup, quand ils s'arrêtent aux endroits, dans les tribus et tout, ben, ils s'arrêtent dans les endroits que ces gens-là, ils connaissent bien. Donc, on dirait qu'ils suivent un peu ce réseau-là. Et puis, ils sont accueillis à l'Institut français d'outre-mer, quand ils sont à Nouméa, qui est aussi très lié au pasteur Lénart. Et puis, à Monsieur Lenormand, qui commence à être en politique à ce moment-là, et qui a aussi fait des fouilles à l'île des Pins. Donc, il y a un espèce de réseau comme ça aussi qui est intéressant à comprendre. Et du coup, là, je me disais, quand je regarde la photo maintenant, c'est plus juste quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. On sait que c'est le révérend. Et puis, on sait que du coup, lui, il a une logique derrière aussi, quand il participe à ces fouilles-là, quand il fait venir les jeunes pour travailler sur les fouilles et tout ça. Il y a tout un truc qui est en place. Et puis, on trouve les lettres, par exemple, qui ont été écrites pour faire l'accueil. Donc là, c'est une lettre, par exemple, du docteur Tivolier, qui écrit au président de la commune, en fait, de Connay, pour dire, voilà, il y a les archéologues qui viennent, c'est le pasteur Lénart qui les a fait venir, ça serait bien de les accueillir, de trouver les gens qui vont pouvoir les aider et de mettre en route un peu tous les systèmes de communication, etc. Là, c'est une lettre de Guillard, du coup, qui est mis au courant, qui écrit à Guy Ford pour dire, bah, ça y est, je suis au courant que vous allez venir, donc je vais vous accueillir, puis je vais vous montrer les lieux et les gens avec qui vous pouvez travailler, tout ça, on va vous faire le tour. Là, c'est une lettre de Lénart qui est avant toutes ces lettres-là, où il dit, voilà, ok, ben, monsieur Gifford, j'ai bien reçu votre projet de venir ici, on vous attend, on va tout organiser, et on peut remonter un peu le fil comme ça de cette expédition, jusqu'à avant qu'ils arrivent, hein, dans les années 40, quand Lénart il était revenu pour s'occuper de l'Institut français d'outre-mer, avant que ça devienne l'Orstom. Il avait déjà publié plusieurs petits trucs localement où il disait aux gens, à chaque fois que vous trouvez des choses archéologiques dans la terre, il faut les amener parce que nous, on voudrait bien qu'il y ait des vraies fouilles et tout ça. On va commencer à garder un peu tous les trucs archéologiques qui sortent, c'est vraiment important. Donc, il voulait vraiment mettre en avant ça, mais il n'arrivait pas à trouver de gens à faire venir pour faire des fouilles. Donc, il explique ça. Et puis, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y avait le colon là, de Nouméa qui s'appelait Tibi Hagen, qui faisait beaucoup d'échanges avec les autres îles du Pacifique. Et puis lui, il travaillait à Fidji en 1947. Et c'est le moment où Gifford, lui, il avait une expédition aussi à Fidji. Et Tibi Hagen, il discute avec Gifford et puis il lui dit, mais en fait, en Calédonie, nous, on a plein de trucs archéologiques à chercher. Il faudrait que vous veniez. Puis il lui envoie cette coupure-là qui avait été écrite par Lénart. Du coup, après, il y a une lettre de Tibi Hagen qui est écrite à Gifford pour donner l'adresse de Lénart.
Du coup, après, il y a une lettre de Lennart qui écrit à Gifford pour lui dire « il faut venir en Calédonie ». Et en fait, c'est comme ça que l'expédition, elle a commencé, du coup. C'est par tout ce biais-là. Donc, c'est intéressant d'aller chercher tout ça. Et du coup, quand on comprend bien le contexte, on se dit, bon, c'est l'archéologie, il y a la mission scientifique, mais tout ça, ça s'inscrit dans le vrai monde, quoi, hein, aussi, et la réalité. Donc, à ce moment-là, 1952, il se passe deux trucs, je pense. Il y a l'IFO qui est devenu l'Orstom, et les gens qui sont là, ils veulent vraiment beaucoup qu'il y ait des archéologues qui viennent fouiller. Et ils aiment pas trop parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui fouillent dans toutes les autres îles, mais pas en Calédonie. Et ils sont là, il faut qu'il y ait des fouilles en Calédonie, tout ça. Donc, ils sont vraiment super motivés pour faire venir les gens. Et en même temps, c'est la fin du code de l'indigénat ici. Donc, du coup, ça y est, les Kanaks, ils peuvent enfin commencer à vivre un peu plus normalement, quoi. Et à participer à ce genre de choses et à décider eux-mêmes aussi s'ils veulent participer. Et puis moi, quand j'étais aux archives, je cherchais s'il y avait des traces de cette expédition, de ce qui se passe et tout, par exemple dans les journaux et tout ça, la France australe, ils en parlent presque pas. Par contre, tous les jours, il y a un article sur, en fait, c'était pas encore l'UC, mais voilà, les associations là qui étaient mises en place, sur le Normand qui s'est fait élire et qui est en train de parler pour qu'il y ait le vrai droit de vote complet, parce qu'il n'y avait pas encore le vrai droit de vote complet pour les Kanaks. Et en fait, c'est ça ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc du coup, les Américains, quand ils arrivent pour faire leur fouille scientifique, eux, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans une île où il se passe des choses aussi au niveau politique et social. Et je pense qu'en fait, ça joue aussi quand on voit les gens qui les ont aidés, Thivolier, Lenormand, Guillard, Lennart, c'est des gens qui étaient aussi très actifs dans tout ça. Donc il y a un contexte aussi comme ça super intéressant à comprendre. Donc voilà, avec tout ça, en fait, il n'y a pas de conclusion parce qu'on a commencé le travail et on voudrait bien continuer maintenant plus sur la côte Est et avec les autres gens qu'on n'a pas encore reconnus pour pouvoir enfin avoir les noms des gens qu'on voit sur les photos et qui ont vraiment participé au travail. Et puis pour comprendre, en fait, c'était quoi aussi le contexte derrière, la motivation et pourquoi ça a pu être important de travailler avec les archéologues à ce moment-là. Donc il y a le côté, ils ont joué un rôle important, tous ces gens-là, dans l'archéologie, dans la compréhension du passé archéologique du pays, mais ils se sont servis aussi de l'archéologie pour reprendre un peu position citoyenne et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, à aller chercher. Et puis, je redis merci encore à toutes les institutions et les personnes qui sont en train de nous aider pour faire ce projet. Et l'espoir, c'est qu'à la fin, le prochain livre qu'on fait sur ça, c'est avec les noms des gens. C'est pas juste avec les noms des archéologues américains. C'est avec les noms des gens d'ici qui ont travaillé. Et puis, on peut mieux raconter l'histoire vue d'ici, quoi. Voilà. Merci.